En 1977, la télévision consacre son émission Les dossiers de l'écran à Jean Moulin. Tous les anciens chefs de la résistance sont sur le plateau. Henri Freinet, qui dirigeait le mouvement Combat, a l'intention de se servir de cette tribune pour y renouveler ses attaques contre Jean Moulin, qu'il accuse d'avoir été un crypto-communiste, voire même un agent soviétique. Parmi les invités, Daniel Cordier. Monsieur Daniel Cordier a été le secrétaire de Jean Moulin du 1er avril 1942 jusqu'à l'arrestation de Jean Moulin. Monsieur Daniel Cordier est compagnon de la Libération. Daniel Cordier avait disparu après la Libération, tirant un trait sur cette période. Il avait écrit « Quand on rentrera, on n'en parlera jamais. Je ne serai jamais un ancien combattant ». Daniel Cordier s'était inventé une nouvelle vie, marchand de tableaux, influence sans doute inconsciente de Jean Moulin peintre. 30 ans plus tard, il a accepté, à contre-cœur, de sortir de son sommeil historique pour tenter de défendre Jean Moulin, qu'Henri Freinet accuse d'avoir, avec la complicité de Pierre Cotte, ministre du Front populaire, trahi la résistance. La vie de Daniel Cordier va basculer ce soir-là. Et Pierre Cotte concluait son article. En 1933, Moulin est devenu mon chef de cabinet. Depuis cette époque, nous devions rester en contact étroit et fraternel, en complète communion de pensée politique. Je crois que si les mots ont un sens, j'ai répondu, comme je crois devoir le faire, à ce qu'a dit Closon. Monsieur Freinet, il faut être tout à fait net. Qu'est-ce que vous déduisez de cet ensemble de déclarations? Je déduis de cet ensemble de déclarations que politiquement, il était exactement sur la même longueur d'onde de Pierre Cotte. J'étais stupéfait, stupéfait. Que l'on puisse parler de Moulin dans ces termes-là. C'était pour moi une caricature venimeuse de mon patron. Après tout, c'était quelqu'un que j'avais pratiqué. Freinet parlait de ce que j'avais vécu de l'intérieur et que je connaissais, pardonnez-moi, mais très bien, et mieux que lui. Et mieux que lui, ou que quiconque des chefs de la résistance. Mais alors, si Moulin était communiste, je suis très étonné qu'il m'ait pris, moi, qui était Action française à ce moment-là. Oui, je vous répondre. Oui, je vous répondre. Répondez-moi. Sur le moment, pourquoi il vous était pas au courant? Je suis désolé, je ne veux pas vous faire de peine, mais mon cher Cordier, vous étiez l'intendance. Mais tout à fait. Vous étiez l'intendance, et les problèmes politiques, c'est pas à vous que j'étais confié. Il était très sûr de lui, satisfait, marquant les effets oratoires, accentuant les points qu'il estimait forts contre Moulin. Et en face, le petit Cordier, effondré dans son fauteuil, elle était accablée. Elle était accablée parce que tout le monde avait entendu. À 2 mètres de moi, il y avait un homme qui avait lancé la plus grave accusation à l'égard d'un être que l'on peut formuler, c'est-à-dire au fond, d'avoir trahi sa mission, le général de Gaulle, et ses camarades, et ses subordonnés. Vous voyez, il n'y a pas pire. Et face à cette accusation, je n'avais pas été capable de formuler un mot, car c'était une calomnie. Et personne n'avait prononcé le mot de calomnie, personne. Parce que justement, entre anciens résistants, on se ménageait. Et j'ai eu l'imprudence de vouloir y répondre. Et alors, évidemment, c'était quelque chose. Et moi-même, je me sentais m'enfoncer. J'avais le sentiment que je ne savais plus ce que j'étais en train de dire. Ça, c'était effroyable. Vous n'avez pas fait votre travail. Non, mais je regrette. Vous manipulez toujours les témoignages. Et il faut tout de même le dire ce soir. Je continue. Oui, soyez bref, monsieur Cordier, s'il vous plaît. J'étais à la fois très agressif, incohérent, et c'était un discours totalement inorganisé, sans le moindre argument. J'affirme de la manière la plus solennelle que si des documents sont opposés aux miens, qu'ils me montrent ce que je ne crois pas, que j'ai été dans l'erreur, de la manière la plus solennelle, je dis que cette erreur, je la reconnaîtrai aussi publiquement, j'ai affirmé mes convictions actuelles. La déroute. La déroute. Je me suis tué. Je suis arrivé chez moi, 2h, 2h30 du matin, et je vais dormir. Et je me souviens, il y a eu un moment terrible. Sur mon bureau, il y avait la photographie de Jean Moulin. Et je me suis assis à mon fauteuil et j'ai regardé cette photo. Je crois que j'ai regardé cet homme comme je ne l'avais jamais regardé de son vivant.
parce que je voulais savoir la vérité. Parce que quand même, et si Freinet disait la vérité, elle est affreuse. C'est certainement un des instants, ça a duré un éclair. Je ne veux pas dire que j'ai douté, Jean Moulin, mais je me suis interrogé. Et c'est déjà trop. J'ai décidé, bon, je vais répondre à Freinet, je ne peux pas laisser ça comme ça. Au fond, je suis responsable de la mémoire de Jean Moulin. Les historiens ne répondent pas, bon, il faut que je m'y mette. Jamais je n'aurais pensé que j'allais passer toute la fin de mon existence à ce travail. Je l'ai fait parce que je devais le faire. J'ai tout fait pour prouver, pour essayer de trouver des preuves de la falsification et de l'erreur. Pour dire la vérité, simplement. Et je m'engageais à écrire une biographie de Jean Moulin qui n'est pas plus de 300 pages et apporter le manuscrit 6 mois plus tard. Ça fait... Il y a 25 ans de ça, et je n'ai pas fini. Daniel Cordier décide de consacrer le reste de sa vie à Jean Moulin, avec le sentiment d'une œuvre à achever. Son regard va changer. De témoin, d'acteur, il va se faire historien et raconter la résistance comme personne avant lui. Au fond, le jour où je suis entré en histoire, c'est comme un peu les croyants lorsqu'ils entrent en religion. On abandonne sa vie privée. On abandonne ses goûts, ses dégoûts. On travaille pour la plus grande gloire de Dieu. Ben, j'ai travaillé pour la plus grande gloire de la vérité. Non pas de Jean Moulin, de la vérité. Durant des mois, j'ai travaillé, vous savez, je ne veux pas dire 24 heures sur 24, mais j'ai remué de la poussière. Et à mesure que les jours passaient, j'étais presque déçu de ne rien trouver. Soit le document matraque absolu qui prouvait que Jean Moulin avait trahi la résistance. Bon. Oui, je le cherchais, mais enfin... Bon. Mais j'étais très déçu de ne pas trouver la preuve que Freinet n'avait jamais trouvée. Et puis, il a fallu un jour me rendre à l'évidence, parce que, à mesure que je cherchais, je trouvais beaucoup de documents qui rendaient ridicules les accusations que l'on pouvait porter à l'égard de Moulin dans ce domaine-là. Si je me suis engagé dans ce travail, c'est parce que je suis sûr de lui. Ma certitude vient de ma vie auprès de lui, des confidences sur son enfance, sur son père, sur sa vie privée, sur son goût de la peinture, sur le Jean Moulin, au fond, dont je ne connaissais pas le nom, dont je ne savais pas la profession, et que petit à petit, je m'en rends compte aujourd'hui, j'ai peut-être connu mieux que personne. Et ma certitude pour le défendre vient de là. J'étais sûr que les accusations portées contre Moulin, c'était faux. Je dirais plus, ça ne pouvait pas exister, compte tenu des convictions de cet homme, de sa rigueur morale, de la manière dont il envisageait la vie en général et la résistance en particulier. Dans la France qui traverse l'épreuve de la guerre, l'occupation, l'exode, la défaite, le 17 juin 1940 restera une date clé. Ce jour-là, le maréchal Pétain cède devant l'avancée des troupes allemandes et annonce la fin des hostilités. Le général de Gaulle part pour Londres où il lancera le lendemain son appel du 18 juin, et Jean Moulin, préfet de Chartres, refuse de signer un texte présenté par des officiers allemands et se tranche la gorge avec un tesson de bouteille pour ne pas flancher devant l'ennemi. Jean Moulin, qui a 37 ans et le plus jeune préfet de France, est révoqué. Il va choisir de résister. Daniel Cordier, qui a 19 ans, a lui aussi entendu le message du maréchal Pétain. Il décide de continuer le combat et rejoint les forces françaises libres à Londres. Son milieu familial est passionnément réactionnaire, antisémite. Sa famille a été décimée par la guerre de 14-18. Parachuté en France le 26 juillet 1942,
Daniel Cordier arrive à Lyon le 1er août. Il est présenté à Rex, le chef de la résistance, dont il n'apprendra le vrai nom, Jean Moulin, qu'à la Libération. Il m'a tendu la main et il m'a dit vous avez fait bon voyage, bip W, parce que nous avions des noms de code à Londres, et lui, je savais qu'il s'appelait Rex, c'était son nom de code. J'ignorais absolument son passé, son vrai nom. On ne m'avait absolument rien dit de lui, simplement que c'était le représentant du général de Gaulle et que par conséquent, je relevais en dernier ressort de lui. À Londres, on ne m'avait absolument rien dit sur la résistance. Rien. Nous n'avions pas la moindre idée de ce qu'était la résistance. On lisait un petit peu dans les journaux qu'il y avait des gens qui étaient fusillés, qu'on ne pouvait pas sortir de chez soi à la limite, qu'on était fouillé, arrêté, et que la France vivait dans un état de terreur complet. Voilà à quoi je pensais la première fois que j'ai rencontré Jean Moulin. Alors, je ne sais pas, lui, à quoi il pensait, mais en tout cas, il m'a dit écoutez, si vous êtes libre ce soir, ça m'a beaucoup étonné, cette formule, parce que je venais d'arriver, j'avais rien à faire, et c'était lui le patron. Alors, vous imaginez, je vous invite à dîner, rendez-vous à 7h au restaurant Le Garret. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il m'invite à dîner. N'oubliez jamais que je suis un petit soldat qui vient voir le grand patron. On a une petite bouteille de Beaujolais, manger. Il n'y avait personne. On était tout à fait isolés dans le coin. C'était merveilleux parce qu'on pouvait parler. Et la première question qu'il m'a posée, il m'a dit, mais pourquoi vous êtes parti en 40 ? Et on ne m'a jamais posé cette question. Eh bien, je dis, à cause de Maurras. Ah bon? Il y a eu un petit sourire. Mais pourquoi Maurras? Alors à ce moment-là, je lui parlais de ma famille, de mon enfant. C'était la bourgeoisie andelaise, ultranationaliste, patriotique, mais férocement antisémite. À ça s'ajoutait la monarchie, Maurras, qui était un dieu à la maison, l'Action française, les bagarres. C'était la première personne qui s'intéressait à mon passé. Enfin, à mon passé, à 19 ans. Voilà ce que je raconte à Moulin, qui écoutait très attentivement. Attentivement et plein de compréhension. Et il me dit, en vous écoutant, je me rends compte de la chance que j'ai eue d'avoir une enfance républicaine. Et puis, il a enchaîné. Il m'a parlé de son enfance, puis il m'a parlé de son père, qui avait beaucoup compté dans sa vie. Il parlait de son père avec un très, très grand attachement, enfin une très grande admiration. Et pour moi, c'était d'autant plus touchant que je m'étais brouillé avec mon père. Et alors, petit à petit, je le regardais, et je me demandais qui il pouvait être. Enfin, qu'est-ce qu'il faisait avant-guerre. Il avait l'air heureux, détendu. Ça m'avait un peu surpris. Enfin, j'imaginais pas le grand chef de la résistance comme ça. Son regard, son sourire, sa gentillesse, il servait du vin, il aimait les desserts. Et puis, il s'est levé et puis il me dit, bon, ça vous plaît pas de travailler avec moi? Si. Mais qu'est-ce que va dire mon capitaine? Oh, ne vous inquiétez pas. Puis il a commencé à m'exposer ce qu'il attendait de moi, le travail, etc. Voilà comment ça a commencé. Il était le patron, j'étais son secrétaire. Je ne connais pas la raison pour laquelle il m'a choisi. Comme il n'avait personne, il a dit, celui-là, il fera l'affaire autant qu'un autre. Ça s'est passé très naturellement, comme si je retrouvais ma famille à l'instant où il est rentré. Je crois que c'est ça. Et ce qui a fait nos rapports à la fois
si courts dans le temps et qui n'ont jamais cessé, même aujourd'hui, parce que ce soir-là, il est rentré dans ma vie et il n'en est jamais sorti. Alors il m'a dit, écoutez, voilà, tous les matins à 7h, vous venez chez moi, vous m'apportez tout le courrier, les rendez-vous des mouvements, les rapports qu'on lui envoyait, les exemplaires des journaux clandestins qui paraissaient, les télégrammes arrivés de Londres dans la nuit, des codages, des chiffrages, etc., etc. Et en même temps, je devais être à côté de lui pratiquement en permanence. Enfin, si vous voulez, j'étais au fond son portable. Ouais, j'étais... Oui, à une époque où ça n'existait pas, ben voilà. C'est-à-dire que il voulait que je sois à côté de lui parce que s'il y avait une décision à prendre, s'il y avait quoi que ce soit fait, il m'envoyait aussitôt. Pour la première fois, j'étais en contact avec la mission de Jean Moulin. Alors, c'était pour moi très difficile à comprendre. Je vais dire pourquoi. Parce que c'était avec des pseudonymes et je ne savais pas qui était qui. Moulin lui-même, c'était Régis. Quelques mois après, il s'était appelé Max. Après, il s'était appelé Guillaume, parce que chaque fois qu'il y avait un accident, chaque fois que les personnes étaient arrêtées, ils ont changé tous les pseudonymes. La vraie résistance, c'est une anti-légende. Pour l'imagination, ça n'a aucun intérêt, parce que si vous imaginez que la résistance, c'était une affaire de cow-boy qui à cheval, qui tire des coups de revolver dans les rues de Lyon, ben évidemment, ça, c'est pas du tout ça. L'armée des ombres, c'est une armée d'enfants. La résistance, c'est une aventure de la jeunesse. Les maquis étaient remplis de gens qui avaient 20 ans. Tous les services, les secrétaires, les agents de liaison, les radios, nous étions des enfants. D'ailleurs, vous savez, pour faire de la résistance, il fallait être des enfants. La résistance est une inconscience totale. C'était pas 007. C'était pas des gens qui étaient préparés. Bon, le hasard m'a fait installer dans ce que l'on appelle les états-majors. La douzaine, quinzaine de personnes, vingtaine de personnes à Lyon ou à Paris et à Londres qui connaissaient tout le fonctionnement de la résistance, tous les rouages, dans tous les détails, et puis une coupure radicale entre la résistance des chefs et la résistance des militants qui, eux, ne savaient rien de ce que l'on leur faisait faire. Et les résistances sont restées des anonymes. Ce sont aujourd'hui des gens complètement oubliés. La résistance pour la France de 1942, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Ça n'existe pas. Combien de gens ont connu la résistance? Ça n'existe pas. Daniel Cordier découvre l'aspect peu spectaculaire du combat de Jean Moulin. Son travail, c'est des réunions, des rencontres. Un soir, quelqu'un a apporté toutes les nouvelles sur les rafles des Juifs. Je n'avais absolument rien vu, rien. Et j'ignorais tout. Moulin n'avait pas entendu non plus parler. Et pendant une semaine, ils n'ont parlé que de ça. Et ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce que je me disais quand même, la résistance, c'est pas la race des Juifs. Moi, je suis venu ici pour faire sauter des trains, pour faire de la radio, pour assassiner les Boches. Oui, les Juifs, bon, d'accord, quoi. Bon. Au fond, j'étais antisémite parce que c'est ce que l'on m'avait appris. Je m'en suis rendu compte, si vous voulez, le jour où je me suis trouvé en face de la réalité. À mon arrivée à Paris, j'avais l'intention d'aller à l'Arc de Triomphe, parce qu'à Londres, j'avais vu des photos de l'Arc de Triomphe, de l'inconnu entouré de soldats allemands qui se photographiaient devant, et ça, c'était pour moi un symbole effrayant. Oui, j'étais ému, j'étais quand même Paris, vous savez, quand même quelque chose. L'idée que les Allemands étaient à Paris, c'était le symbole de notre déchéance. Et j'ai vu s'avancer devant moi un homme qui me paraissait très vieux. Je pensais à mon grand-père. Et avec un enfant, peut-être une dizaine d'années. Et tous les deux
avait sur la poitrine une étoile jaune. Je n'en avais jamais vu. Ça a été pour moi une des plus grandes déchirures de mon existence. Tout d'un coup, j'ai pris conscience que ce n'était pas un jeu. Moi qui, avant la guerre, écriais mort juif, le jour où j'ai pris conscience que ce n'était pas une farce d'étudiants, c'est ça, c'était pas une pause comme ça, mais ça correspondait à une réalité. Et cette réalité qui était l'étoile jaune, le marquage des hommes, d'innocents, comme du bétail. Je ne me suis pas trouvé en face des cadavres des camps de concentration. J'en ai jamais vu en vrai. Je me suis simplement trouvé en face d'une étoile jaune. Et pour moi, je peux vous dire que ma vie a changé ce jour-là. Ma vie a changé ce jour-là parce que j'ai eu honte. J'ai eu honte de quelque chose que tout d'un coup je ne comprenais pas. C'est comment j'avais pu être du côté des hommes qui étaient capables de faire ça. Parce que ça, c'était inacceptable. Daniel Cordier ne s'est fixé qu'une règle, ne rien cacher, ne rien affirmer qu'on ne puisse prouver. Méfiant vis-à-vis des témoignages, il préfère les documents. Chaque fois qu'on ouvre une boîte, on a le cœur battant. Parce que peut-être que c'est là. Vous savez, c'est comme l'enfant qui, à la fête des rois, qui va voir la fève. Où est la fève? Est-ce qu'elle est dans la boîte qu'on ouvre? Et alors on commence à feuilleter, et on trouve ou on trouve pas. Vous savez, je crois que le sommet de ma recherche, le moment divin, si je croyais en Dieu, c'est pas aux archives nationales, mais c'est dans des archives privées. Bon, je feuilletais, j'étais déçu, ça ne m'apportait rien. Et il y avait un dernier dossier parmi tous ceux que j'avais pris, et il y avait marqué « très secret ». Alors j'ouvre, et puis il y avait un papier qui dépassait de ce trac sans intérêt. Et ce papier, c'était le papier à lettres de Jean Moulin. Et ce qui dépassait, c'était la première ligne de la lettre, mon général. C'était l'écriture de Jean Moulin. Et évidemment, j'ai tourné la page. C'était la dernière lettre de Jean Moulin au général de Gaulle. C'était quelque chose que je cherchais depuis des années. Mais j'avais abandonné mes recherches. Personne ne connaissait cette lettre. Je pensais que tout ça était perdu. Et là, je découvre cette lettre dont je ne pensais jamais qu'elle pourrait se trouver là. Et ça, vous comprenez bien que ça a été pour moi et à la fois là, un moment est un des moments les plus bouleversants de mon existence. Entre sa domination et sa mort, la mission de Jean Moulin ne durera que 18 mois. Cordier remonte le cours de la vie de Jean Moulin avant qu'il ne devienne Rex, cherche les raisons de son engagement. Quand Moulin est arrivé en Angleterre, De Gaulle avait abandonné l'idée de faire une armée secrète clandestine en France. Parce qu'il était persuadé, d'après tous les rapports de gens, qu'on n'y arriverait jamais. Et Moulin, lui, se présente avec une organisation dont le pivot, l'essentiel, est une organisation militaire. Et en lui disant non seulement c'est possible, mais elle est en train de se faire en France. Ce qui était... Ça, il poussait un peu loin le bouchon. Ça. Moulin
rentre dans le bureau du général de Gaulle, oui, c'est déjà une légende à cause de la radio. N'oubliez pas que le grade de Jean Moulin de préfet est supérieur à celui du général de Gaulle, qui était sous ses ordres dans les départements. Bon, il en a vu d'autres, des généraux, il en a vu. Il n'est pas impressionné par le grade, mais il rencontre quelqu'un qui, en dépit de ses préventions, seul de l'armée française, à ce niveau, a franchi le pas. Voilà ce qui était dans la tête de Moulin. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas gaulliste, Moulin n'aimait pas les généraux, c'était un homme de gauche, c'était difficile d'imaginer deux personnages aussi éloignés l'un de l'autre. Mais n'oubliez pas que tous les deux, ils sont à peu près de la même génération. Moulin a 43 ans, de Gaulle a 49 ans. La séduction, elle a joué à plein dans le sens de De Gaulle-Moulin. Il a reçu Jean Moulin à déjeuner, ils sont restés 2 heures ensemble, et au bout de 2 heures, Jean Moulin était devenu le messager du général de Gaulle. La dernière chose, c'est qu'il n'avait pas le choix. Pour faire ce que de Gaulle a demandé à Moulin de faire à l'égard des 3 mouvements résistants, c'est-à-dire les soumettre à son autorité administrative, politique, militaire, il n'avait personne. Moulin lui proposait de le faire. C'était un préfet. L'homme avait la carrure. Pourquoi aurait-il choisi quelqu'un d'autre? Jean Moulin doit mettre sur pied l'armée secrète. Il doit coordonner et rallier chacun des 3 mouvements de la zone libre à la France libre. Combat d'Henri Freinet, Franc-tireur de Jean-Pierre Lévy et Libération d'Emmanuel Dastier de la Vigerie. Dissensions idéologiques, lutte d'influence, conflits personnels, déjà l'après-guerre se prépare. Un objectif imprévu dans la mission de Jean Moulin, c'était d'accorder, de réaccorder les mouvements. Et Jean Moulin, à ce moment-là, a eu un rôle considérable. Vous comprenez pourquoi? Parce que, au fond, la lutte, elle n'était pas entre les mouvements de résistance et de Gaulle, elle était entre les mouvements eux-mêmes pendant des mois. Je dois vous dire que dans mon innocence, je n'en croyais pas mes yeux. Parce que pour tous les agents de l'ombre, nous ne savions pas ce qu'était la résistance, mais nous avions quand même une vague idée préconçue, c'est que la résistance était une succursale civile à l'armée du général de Gaulle. Et que qui commandait à Londres commandait la résistance. C'est-à-dire, c'était tout à fait interchangeable. Et là, je voyais des hommes qui, sur le plan militaire, refusaient d'obéir. Alors ça, vous savez, pour le jeune lieutenant que j'étais, c'était une chose mais absolument incroyable, qui était passible du conseil de guerre. Enfin, je ne comprenais pas, comment Rex, qui était le patron, pouvait accepter de discuter avec quoi? Et c'est là que l'on revient au climat délétère qui existait entre les résistants et surtout entre la résistance des chefs et Jean Moulin. C'est que ce qui aurait dû se passer normalement dans un climat de confiance tel qu'on aurait pu l'attendre de gens qui risquaient tous les jours leur vie pour la même cause. Eh bien, c'était pas ça. Et c'était au contraire non seulement un climat de méfiance, mais un climat de compétition. Et au fond, on touche du doigt là un des éléments de la tragédie de Caluire. C'est que oui, dans l'état mental dans lequel se trouvaient les chefs de la résistance de zone libre à l'égard de Jean Moulin, à cette époque, qui était pratiquement le pic des conflits, puisque Caluire arrive au moment où les 3 chefs des mouvements de la zone sud
sont à Londres avec un but extrêmement précis, obtenir du général de Gaulle la révocation du général de Lestrin comme chef de l'armée secrète et de Jean Moulin comme représentant personnel du général de Gaulle, et la suppression de son poste et la nomination d'un représentant de la résistance, zone sud et zone nord confondues, à Londres, auprès du général de Gaulle et à Alger. C'était ça, le voyage. Et donc, ça donne tout à fait le climat qui était à ce moment-là, à ce moment précis où arrive Caluire. Malgré les violentes querelles au sein de l'état-major de la résistance, Jean Moulin aura finalement accompli sa mission. La seule autorité de De Gaulle, face aux Alliés, face à Vichy, est enfin reconnue. La première réunion du Conseil national de la résistance s'est tenue le 27 mai 1943, et le général de Lestrin a été nommé chef de l'armée secrète. Mais le 9 juin, de Lestrin est arrêté par les Allemands à Paris, alors qu'il se trouvait en compagnie de René Hardy, un homme du mouvement Combat. L'armée secrète est décapitée. Daniel Cordier quitte précipitamment Paris et se rend à Lyon, capitale de la résistance et de toutes les trahisons, pour en informer Jean Moulin. J'ai dit de Lestrin, tout de suite compris. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Il avait les traits tirés et je ne sais pas comment. Il avait rencontré dans la matinée quelqu'un qui lui avait annoncé qu'il avait vu Hardy à Lyon. Et il a tout de suite attaqué là-dessus. Comment se faisait-il que Hardy, qui avait rendez-vous la semaine précédente à Paris avec le général de Lestrin, pouvait être à Lyon 8 jours après, en liberté, alors que le général de Lestrin était arrêté. C'était ça qu'il n'arrivait pas, et il n'arrivait pas à comprendre. Il m'a dit, mais surtout, avertissez tout le monde que si Hardy demande des rendez-vous, il ne faut pas y aller. Dans la dernière lettre de Jean Moulin au général de Gaulle, datée du 15 juin, Moulin annonce l'arrestation de Lestrin, se plaint de la violente campagne de Freinet contre lui. Il précise tous les comptes rendus des réunions ont été saisis par la Gestapo dans la propre chambre de Freinet. 2 jours plus tard, le 17, Moulin écrit à sa mère et à sa sœur « Je suis en parfaite santé, tout va bien, et les affaires ne marchent pas trop mal. Je vous embrasse toutes les deux. » Le 21 juin, une réunion est organisée à Caluire, près de Lyon, pour trouver un remplaçant au général de Lestrin. Mais quelqu'un a trahi, et tous les participants sont arrêtés par Klaus Barbie et la Gestapo. René Hardy, qui était là mais n'avait rien à y faire, parvient à s'enfuir. Tous les soupçons se portent sur lui. Ma conviction, dès que j'ai appris l'arrestation de Caluire et tout ce qui avait entouré Caluire, bon, ma conviction était celle de pratiquement tous les chefs de la résistance, tous les responsables de la résistance, étaient tout à fait convaincus depuis l'arrestation, depuis le premier jour de la culpabilité d'Hardy. Les soupçons étaient très 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 forts. Mais une chose est d'avoir une conviction et une chose est de tenter d'écrire l'histoire. Lorsque j'ai entrepris mon travail sur Jean Moulin, j'avais décidé de ne pas évoquer l'affaire de Caluire. Je ne suis pas juge et pour moi, Caluire n'était pas un problème. Caluire, hélas, Moulin était impliqué en tant que victime, puisqu'il avait été arrêté. Mais en dehors de ça, malheureusement, il n'était pas du tout impliqué. Donc, ça ne faisait pas partie pour moi de la mission de Jean Moulin. C'était le terme de la mission de Jean Moulin. Ça ne faisait pas partie. Moulin était entré, et puis la Gestapo était arrivée, et puis il l'avait emmené, bon, et puis il l'avait assassiné. Caluire, pour moi, c'est ça. Je fais un constat, je le déplore. Je vous ai déjà dit que pour moi, ce n'est pas... Oui, c'est la disparition de Moulin, mais ce qui est important dans l'affaire Hardy, c'est le changement de politique qui s'effectue à l'intérieur de la résistance. C'est-à-dire, De Gaulle va perdre une grande partie de tout ce qu'a fait Jean Moulin. Une grande partie de ce qu'a fait Jean Moulin va, au fil des semaines, être détruit. C'est ça
qui est important dans l'arrestation de Moulin. C'est ça qui est important. Parce que c'est ça qui appartient à l'histoire. Je ne peux quand même pas mentir. Je ne peux pas enrober. Je ne peux pas vous dire que dès la mort de Moulin, il n'y avait plus qu'une chose qui comptait, c'est de savoir la vérité. Ce n'est pas vrai. Je vous parais certainement comme un monstre. Je ne peux pas vous dire le contraire. Je ne vous parle pas de mon chagrin. Oui, du chagrin d'enfant que j'ai eu à ce moment-là. Et probablement qui ne s'est jamais arrêté. Mais c'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'était que s'est-il passé après la mort de Jean Moulin, enfin l'arrestation de Jean Moulin, pour que la résistance continue. Et le sujet, c'était ça. J'étais seul pendant un mois à Paris. Vous comprenez, je n'avais pas sangloté toute ma journée. Écoutez, j'avais des rendez-vous, j'avais des papiers à répondre, il fallait que ça marche. Et la liaison avec la zone libre devait continuer. En fait, tout devait continuer comme si Jean Moulin était là. Et le jour où il a disparu, c'était beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliqué. Et c'est ça qui intéresse l'histoire. Et pas du tout, hélas, pas du tout, ce qui était passé après que Barbie ait emmené Jean Moulin en voiture. Ça c'est, pardonnez-moi, c'est la petite histoire. Ça concerne, ça concerne ceux qui ont aimé Jean Moulin. Il y en a très peu. Même aujourd'hui, il y a 60 ans. Vous savez, quand je l'ai connu, je pouvais être son fils. Et aujourd'hui, à la limite, il pourrait être mon petit-fils. Donc, mais sa place est intacte dans ma vie. Et donc, mais encore une fois, vous savez, ce n'est pas en pleurant que j'ai écrit sa biographie. Parce que j'aurais fait un mauvais travail. Donc, ça, c'est la vie de Daniel Cordier qui n'intéresse personne. Qui intéresse le public, c'est Jean Moulin. Et j'ai essayé c'est ma manière de lui être fidèle, de ne pas tenir compte de mes sentiments qui vous paraissent inhumains. Début juillet 1943, les Allemands annoncent à Laure Moulin que son frère est mort à Metz ou en gare de Francfort lors de son transfert à Berlin. Oui, c'est un peu fou, mais on y croyait plus ou moins. Enfin, en tout cas, moi, je n'y croyais pas. Je dois vous dire que jusqu'au dernier convoi, j'ai attendu son retour. Vous savez, quand on espère contre toute évidence. Alors, je me raccrochais à cette idée. Vous savez, les Boches sont capables de tout. Dire que le chef de la résistance était mort, c'était une manière peut-être de désespérer la résistance. J'ai interprété ça comme ça, ce qui est un non-sens. Mais c'est vrai que j'ai attendu. Et à mesure que les trains arrivaient, que j'allais attendre, chaque fois qu'on m'apportait une liste, j'espérais. Oui, je vais aller jusqu'au dernier convoi. Je ne sais plus, c'était au mois de mai. Juin, je ne sais plus. Oui, je vais aller jusqu'au dernier convoi. On aurait pu l'oublier. Il aurait pu être sous un faux nom. Enfin, n'importe quoi. Mais quand on aime les gens, vous savez, c'est toujours n'importe quoi. Et puis, comme il n'est pas entré, évidemment. Mais, en fait, pour moi, il est toujours vivant.
Il est toujours vivant. Et il n'y a pas eu de deuil pour moi, parce que la dernière image de Moulin, c'est une image extraordinairement vivante et qui est tout à fait présente dans mon souvenir, et il n'y a pas d'autre image. Et curieusement, la cérémonie du Panthéon qui a lieu 20 ans après, n'arrive pas à supplanter. Et il n'y a même pas superposition de deux images. Oui, Moulin est au Panthéon, mais en réalité, même quand je suis en train de vous le dire en ce moment, ça ne signifie rien pour moi. Rien. En décembre 64, le général de Gaulle, président de la République, décide de transférer les cendres de Jean Moulin au Panthéon. André Malraux prononcera l'oraison funèbre qui immortalisera le chef du peuple de la nuit. J'ai appris par les journaux le transfert des cendres de Jean Moulin. Alors j'ai écrit aux compagnons pour leur dire, mais écoutez, j'aimerais avoir une place, ça m'avait oublié. Et donc j'ai écrit pour demander Yette, parce que affectivement, je voulais lui rendre un hommage. Enfin, j'ai veillé la nuit, le catafalque, on veillait pendant 1 heure. Et l'heure qu'on nous avait donnée, c'était évidemment, bon, comme nous étions des rien du tout, on nous avait donné la plus mauvaise heure, de 2 heures du matin à 3 heures du matin. C'était la glace. C'était une année où le mois de décembre c'était polaire. Et c'était tout à fait extraordinaire, parce qu'il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus un bruit. C'était vraiment l'adieu à Jean Moulin que nous n'avions pas pu lui faire, puisque la dernière fois que je l'ai rencontré, je devais le revoir la semaine suivante, à Paris. Le jour où, au fort Montluc à Lyon, après l'avoir fait torturer, l'agent de la Gestapo lui tend de quoi écrire puisqu'il ne peut plus parler, Jean Moulin dessine la caricature de son bourreau. Son rôle est joué et son calvaire commence. Il atteint les limites de la souffrance humaine sans jamais trahir un seul secret, lui qui les savait tous. Comprenons bien que pendant les quelques jours où il pourrait encore parler ou écrire, le destin de la résistance est suspendu au courage de cet homme. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Cette extraordinaire oraison funèbre, intemporelle, intemporelle dans la voix, dans le récitatif, dans l'écriture, chaotique, qui fait un ensemble à la fois sublime et détestable selon celui qui l'écoute. Jean Moulin, personne ne savait qui c'était, personne ne connaissait. La résistance des chefs avait effacé Jean Moulin. Le document le plus intéressant de ce point de vue-là, c'est l'annuaire de la résistance. C'est très intéressant parce qu'il n'y a pas une seule fois le nom de... même pas le nom de Max, est totalement absent de cet ouvrage. Totalement. Ce qu'il faut voir, c'est que s'est-il passé à la Libération? Probablement qu'aujourd'hui, on s'imagine, parce que c'est l'image que les anciens résistants ont voulu donner de cette époque, que les Français unanimes ont acclamé De Gaulle et la résistance, parce qu'ils se reconnaissaient dans cette épopée. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça comme ça a été vécu. Cette immense masse de Français qui a attendu la victoire sans prendre aucun risque, le jour de la libération, bien entendu,
Elle était du côté des résistants, mais évidemment, vous savez bien que il fallait être de ce côté-là, puisque c'était les vainqueurs. S'il n'y avait pas eu une poignée de Français qui soient capables de se battre contre les Allemands pendant toute l'occupation jusqu'à la libération, la France se serait désintégrée dans la honte. Alors, la résistance et la France libre, ça n'a vraiment pas été grand-chose par rapport aux 40 millions de Français. Mais enfin, il y a une poignée de Français qui ont au moins sauvé l'honneur, qui ont permis à tous les Français de défiler sur les Champs-Élysées en criant « Vive de Gaulle ». À la Libération, Léniel Cordier, qui avait continué son travail de secrétaire auprès du successeur de Jean Moulin après sa disparition, retourne dans son village. Je suis retourné voir ma famille, dont j'étais sans nouvelles depuis 4 ans, comme tous mes camarades d'ailleurs. Et à la fin d'octobre 1944, mais est-ce que je les reverrai? J'avais une voiture rapide, il n'y avait personne, il faisait froid, il faisait très beau. Je me suis arrêté. Parce que je ne pouvais plus conduire, parce que je sanglotais. C'est drôle. C'était la victoire et je sanglotais comme le jour de la défaite. J'ai sonné. Une domestique que je ne connaissais pas est venue m'ouvrir. J'ai demandé Madame Cordier. Il était à table. La domestique m'a dit, ils sont à table, ils sont en train de déjeuner. Est-ce que vous ne pouvez pas repasser? J'ai dit non, j'aimerais la voir maintenant. Et au bout d'un moment, la porte s'est ouverte sur la gauche. Et ma mère est rentrée. Elle était myope, elle n'avait pas ses lunettes. Et elle m'a dit en souriant, « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous désirez ?» Et elle m'a dit ça tout en avançant vers moi. Et un maître s'est écrié, « Oh, Danny !» Et le lendemain, j'ai revu le curé. J'avais envie de l'embrasser. Enfin, écoutez, 4 ans. Et il m'a dit, « Toi, t'es un malin. Tu es parti pour bien manger. » Ceux qui survivent ne sont jamais quittes à l'égard de ceux qui sont morts. Jamais. Jamais. Je bénéficie de tous mes camarades, dont Jean Moulin, qui sont allés jusqu'au bout. Nous avons vécu des dividendes de la mort de nos camarades, des sacrifices de nos camarades. C'est évident. C'est évident. Ma liberté, je l'ai échangée contre leur mort. Si j'étais digne d'eux, ça serait un poids très lourd. Mais vous savez, c'est ça la trahison du passé. C'est qu'on redevient léger une fois qu'on est libre. J'ai un devoir, jusqu'au moment qui arrive bientôt, où j'aurai terminé mon devoir vis-à-vis de Jean Moulin, plus rien ne compte. Aujourd'hui, on a épuisé la mine soviétique, communiste. Alors, le dernier en date a trouvé la mine américaine. Avant, Moulin trahissait De Gaulle en faveur des Soviétiques. Tout d'un coup, il trahit en faveur des Américains. Il y a une contradiction, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Et puis, bon, la chose la plus récente, c'est que alors il ne s'agit plus de trahison, mais tout d'un coup,
on fait rentrer les femmes dans le jeu. Ah oui, ben voilà, Moulin n'était pas du tout un homme seul contre on croit, c'était pas du tout un homme seul, un moine soldat. En réalité, oui, évidemment, il s'occupait de la résistance, mais il avait une cour de femmes autour de lui. Certaines avaient une importance très, très importante. Il a pris des décisions capitales pour la résistance. Oui, mais c'est pas lui qui les a pris, c'est parce que des femmes, une femme l'a conseillé. Il avait une galerie de tableaux, il voyageait à Paris, dans toute la France. Et au fond, bon, la résistance, au fond, c'était le hobby de Jean Moulin. En réalité, qu'il était ces gens marchands de tableaux. Et vous avez très prochainement, je pense que sa prochaine biographie, ça sera Jean Moulin, marchand de tableaux, et ainsi de suite.